Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 25 mars 2024. C'est Lucie au micro. Je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure pour notre dernier Magal West de la semaine. On entame d'ailleurs notre dernière semaine du mois de mars. Il est 17h tout juste passé et c'est donc votre émission. Tout de suite pendant 1 heure, information, divertissement, actualité autour du Havre. Aujourd'hui, je reçois Michel pour parler de Pâques. Ça arrive très prochainement à la fin de cette semaine et puis la semaine prochaine pour le lundi. On va parler de chocolat, quelques techniques pour réaliser facilement votre chocolat vous-même à la maison. C'est Michel donc qui nous emmènera au fourneau aujourd'hui. Nous allons aussi retrouver Maxime et Justine pour leur premier reportage. Il concerne une exposition au Tetris avec Nathalie Chauvin qui est déjà en cours et dont le vernissage a eu lieu la semaine dernière. Côté événement, on va retrouver du théâtre et l'université populaire à Fécamp ainsi qu'une séance curieuse à Fécamp aussi avec Mur. On retrouvera bien sûr les infos locales avec Mathieu, notre météo et puis côté musique puisqu'on entame une nouvelle semaine. On retrouve un nouvel album. Aujourd'hui, c'est Feel Worse et donc le groupe USA Nails que je vous présente. Et on commence avec notre météo. Aujourd'hui, on gagne 4 minutes de soleil puisque le soleil va se coucher à 19h21. Cet après-midi au Havre se poursuit avec de nombreuses éclaircies qui vont parsemer le ciel. La température actuelle est de 10 degrés, le ressenti est de 7, le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h et sera tourné vers le sud-sud-est. Ce soir, de nombreuses éclaircies vont aussi parsemer le ciel. La température actuelle est de 10 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h, tourné vers le sud-est. Demain, nous sommes mardi, le soleil se lèvera à 6h49 et se couchera à 19h23, ce qui signifie plus 4 minutes de soleil. Demain matin au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. C'est le retour donc de la pluie au Havre. Température 7 degrés, notamment à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher. Et le ressenti, lui, sera de 6. Le vent sera très faible, une légère brise, direction sud-sud-ouest et qui sera compris entre 7 et 8 km/h. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 95%. Demain après-midi au Havre, toujours de la pluie au rendez-vous. La température sera de 8, le ressenti sera de 6. Le vent devra atteindre en moyenne les 14 km/h direction ouest. Et enfin, demain en soirée, il faudra affronter les petites averses. La température va retomber à 7 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 3 km/h direction sud-est. On retrouve tout de suite Mathieu pour les informations locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 25 mars. Le terminal méthanier flottant mis en service en octobre 2023 au Havre est sous-utilisé, affirme l'ONG Greenpeace. Elle s'était opposée à son installation opérée par Total Énergie, autorisée par le gouvernement pour sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel de la France et réduire sa dépendance au gaz russe. L'infrastructure qui permet d'importer du gaz naturel liquéfié par voie maritime a été utilisée à 36,77% de ses capacités durant cet hiver. Ces données remettent à nouveau en question l'utilité réelle du terminal méthanier du Havre mis en place à l'automne suite au lobbying de Total Énergie, déclare l'ONG. Pour l'association, le gouvernement a fait un pari perdant en autorisant la multinationale à installer ce terminal. Alors que la consommation de gaz décline en France et en Europe, le gouvernement avait invoqué une mesure de précaution au moment de la décision en 2022. Pour marquer l'anniversaire de Total Énergie qui fête son centenaire en 2024, l'antenne normande d'Extinction Rebellion a mené samedi une action symbolique près de la raffinerie de Gonfreville-Lorcher. 16 militantes et militants déguisés en clowns sont partis du Havre à vélo aux alentours de 12h45. Le but de cette action, menée ce même jour aux abords d'autres sites de Total Énergie en France, mettre un coup d'arrêt au projet Tilanga et EACOP, projet de développement des ressources pétrolières entre la Tanzanie et
l'Ouganda. L'intervention d'Extinction Rebellion s'est passée sans incident. Un agent de Total est venu à leur rencontre avant qu'ils ne s'installent. Par son intermédiaire, le directeur du site leur a fait savoir qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. En 2023, Aropa a accueilli au Havre 182 paquebots maritimes, une augmentation de 6,5% par rapport à l'année précédente, et le nombre de passagers a bondi de 53% avec 459 373 personnes. Au Havre, les travaux d'électrification du quai Pierre-Calais sont en cours. À Rouen, la modernisation et l'électrification du terminal croisière ont été engagées. Le terminal croisière de Honfleur sera électrifié en 2025. Mascarade, le street artiste du Havre et le réseau de transport en commun LIA ont dévoilé le nouveau bus d'LRT habillé d'une œuvre originale de l'artiste. Son bus est le 15e véhicule à être décoré depuis le début de l'aventure d'LRT il y a 34 ans. Le premier avait été habillé par l'artiste Xenakis en 1991. Mascarade a imaginé un voyage allant du pont de Normandie jusqu'au bout du monde et qui reprendrait tous les secteurs et bâtiments emblématiques du Havre. Le volcan, la maison de l'armateur, la tour Alta, la halle aux poissons, l'ancienne horloge de la gare, les cheminées EDF. Et pour celles et ceux qui voudraient un petit bout de cette œuvre géante et mobile, le réseau LIA a mis en vente 40 000 tickets ornés de 8 dessins différents de l'artiste. L'ensemble devrait être écoulé dans les semaines à venir. Et enfin, le mondial de l'impro revient au Havre du mardi 16 au samedi 20 avril. L'événement annonce des surprises, de nouvelles catégories d'impro, des professionnels venus de Suisse, de Belgique, du Québec et de partout en France. Toute la francophonie réunie avec des personnalités telles que le Belge Pierre Brouwer, professeur de théâtre de la Star Academy, seront présentes. 3 après-midi seront consacrés aux scolaires avec un mercredi après-midi ouvert aux familles. La compagnie des Improbables qui fête ses 20 ans cette année a la confiance des Havrais depuis ses débuts. Le Grand Théâtre de l'Hôtel de Ville recevra le samedi 20 avril les finalistes pour une soirée de clôture inoubliable. Merci Mathieu. Tout de suite dans votre Magal Ouest, 3 événements à ne pas rater pour notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Quoi de plus dur le lundi que de se motiver à sortir alors qu'on est encore fatigué du week-end ? Eh bien, je vous propose 3 événements qui sont sûrement à côté de chez vous ou qui vont vous permettre de sortir un petit peu et de découvrir d'autres mondes. Et ça commence au Havre avec du théâtre. Le combat du siècle n'a pas eu lieu. C'est le dimanche 11 octobre 2020 qu'affiche une exception pour la finale de Roland-Garros. Rafael Nadal affronte Novak Djokovic. Le match tant attendu sera finalement presque inexistant tant Nadal dominera. Mais un autre duel se joue dans les coulisses. Il oppose la commentatrice vedette de retour au micro à son dauphin aussi admiratif qu'envieux. Elle doit réaffirmer sa place dans un monde d'hommes. Ça se passe donc ce soir mais aussi demain à 20h et mercredi à 18h au Théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lo Basso. Le tarif est de 5 à 18 €. Vous appelez au 02 35 47 63 09. Cette pièce sera jouée dans le cadre du festival Déviation. À Fécamp vous attend une université populaire dans le cadre des conférences de l'Université libre et populaire de Fécamp. Joël et Pierre Toutain, défenseurs de la cause du peuple saouri, feront le point sur la situation des réfugiés saouris en Algérie, qui est peu médiatisée. C'est ce soir à 19h à la Maison du Port, 254 avenue Jean Laurin à Fécamp. L'entrée est totalement libre. Et enfin, une séance curieuse à Fécamp avec Murmure. À Los Angeles, les murs ont la parole. D'innombrables fresques recouvrent les murs gris et lépreux de la couleur flamboyante. Avec cette malice qui la caractérise, Agnès Varda capte l'atmosphère de LA à travers ses fresques murales et les combats qu'il symbolise dans Murmure, son documentaire sorti en 1982 et repris en 2014. Projection ce soir à 20h30 au Grand Large de Fécamp, place Adolphe Bellé, suivi d'un échange avec Raphaël Alain, initiateur de la séance curieuse. Le tarif est de 5,70 €. Il est 17h07 sur Westrack Radio, merci de votre écoute. Le Magal Ouest se poursuit en musique. On retrouve tout de suite USA Nails et leur nouvel album Feel Worse, sorti il y a quelques jours, début mars. Feel Worse, c'est donc un album qui nous vient de Londres au Royaume-Uni. C'est du rock et on va pouvoir découvrir 2 des titres, On Computer Screen et The Sun in the Sands, tout de suite sur Westrack pour notre découverte Ferrarock du jour.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Feel Worse de USA Nails est sorti le 22 mars 2024 chez One Little Independent. Quatuor noise rock londonien USA Nails s'est forgé une réputation considérable depuis leur formation en 2013, comprenant des membres de Kung, Future of the Left, Blacklisters, Death Pedals et Silent Front. Feel Worse, c'est le nouvel album, explore le plaisir dérivé du malheur d'une autre personne. Avec cela, ils utilisent de nouveaux matériaux pour attaquer l'austérité et l'autoritarisme britannique, la culture des consommations, en particulier la consommation de la télé-réalité à solution rapide et les programmes hyper capitalistes, la culture de la jeunesse et l'intimidation et plus encore. Ils le font avec leur marque intense et incomparable de post-hardcore abrasif et chaotique. Il y a une énergie qui est brute et intransigeante. USA Nails, Feel Worse est leur album le plus puissant et le plus vital à ce jour. Leurs tracks sont critiques et implacables, véhiculant leur message au milieu d'un assaut auditif de distorsion écrasante qui ajoute un poids palpable à la matière. Feel Worse représente la colère comme une grande motivation. Il y a une purge dans la fureur de sa livraison. USA Nails a réprimandé la culture de la rhétorique politique de division, toxique, et les travailleurs étant tournés les uns contre les autres comme une tactique de distraction. Acid
Au fil des années, par nécessité plus que tout, USA Nails a perfectionné leurs compétences hors scène ainsi que sur scène. Comme de nombreux musiciens de métier, ils ont appris le design, la vidéographie, la sérigraphie et plus encore pour réduire les coûts tout en promouvant leur sortie DIY. Tout cela et bien d'autres encore font autant partie du processus créatif que de la musique. USA Nails sort Feel Worse chez One Little Independent. L'album rock est déjà disponible un peu partout. Rendez-vous sur ferrarock.org, le site de la Ferrarock, pour découvrir toutes les informations sur l'artiste. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Nouvel album de USA Nails qui s'appelle Feel Worse à l'instant sur Westrack Radio avec 2 titres inédits en Computer Screen et The Sun in the Sands. N'hésitez pas à vous informer un peu plus sur cet album qui nous vient tout droit de Londres. Tout de suite, on va retourner au Havre en compagnie de Maxime et Justine. Il y a actuellement au Tetris une exposition avec Nathalie Chauvin. Ils vont vous faire découvrir son univers, qui elle est, et surtout ses influences pour cette exposition. Rendez-vous donc tout de suite à la salle d'exposition du Tetris avec Maxime et Justine pour Westrack Radio. Le Tetris propose de nombreuses expositions et c'est Nathalie Chauvin, plasticienne céramiste, qui présente ses œuvres en cette fin mars. Son exposition nommée Phénomènes tangibles crée des liens entre ciel et terre. Et c'est avec plaisir que Maxime et moi sommes allés l'interviewer. On a abordé ensemble son parcours universitaire, son cheminement artistique et son exposition actuelle, Phénomènes tangibles. Donc merci Nathalie d'accepter cette interview. Vous allez parler de votre exposition qui est actuellement au Tetris et on va revenir aussi sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Nathalie Chauvin, j'ai 35 ans. Du coup, je suis plasticienne céramiste et j'ai un atelier en centre-ville au Havre. Vous avez eu un parcours assez riche, vous avez fait plusieurs masters, vous avez étudié beaucoup de choses, vous avez une formation qui est assez scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai commencé mes études en histoire de l'art et archéologie. En fait, je voulais faire des études en restauration d'œuvres d'art. Puis, donc, j'ai commencé par cette licence. Et avant, j'avais fait un baccalauréat scientifique. Puis, au fur et à mesure, j'ai un peu abandonné l'idée de la restauration. Je me suis spécialisée en médiéval pour mon master recherche à l'université de Toulouse. J'ai fait un premier sujet sur les fours de potier parce qu'à côté, je faisais de la céramique et j'étais très intéressée par cette pratique. Et finalement, j'ai changé de sujet pour mon master 2 parce que ça me plaisait pas trop l'archéologie et je suis retournée à l'histoire de l'art et là j'ai travaillé sur les enluminures d'un manuscrit. Et ensuite j'ai décidé, parce qu'une fois que c'était fini, la recherche c'est bien mais c'est difficile quand même de trouver un travail, donc j'ai décidé de faire un master pro en régie des œuvres et montage des expositions à Amiens. Vous avez fait pas mal de choses autour du Moyen-Âge. Oui. Et donc est-ce que cette période elle est riche artistiquement parlant et cette époque vous l'avez définie comme un échappatoire au monde actuel dans votre mémoire? Pourquoi cette définition? C'est vrai que je me suis rendu compte, en tout cas en ayant fait, parce que j'ai fait 3 années du coup en master médiéval, que j'étais un peu déconnectée de la réalité parce qu'on vivait dans le monde médiéval en l'étudiant avec mes camarades de promo. Donc c'est vrai c'était pour moi un peu une échappatoire. Ça m'inspirait beaucoup, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on retrouve encore aujourd'hui sur des légendes, sur une vision du monde. Voilà. C'est au moment de vos études que vous avez découvert la céramique? Oui, Pourquoi justement. ça a été une évidence? Parce que c'est vrai que j'avais décidé de prendre des cours de céramique vu que je me préparais au concours de restauration qui est une épreuve pratique. Je me suis inscrite dans un cours municipal. Et en fait, oui, quand j'ai commencé à travailler la terre, c'était, je sais pas comment dire, oui, ça m'a vraiment emportée. J'étais très à l'aise avec cette matière. J'avais toujours envie d'en faire, mais tout en faisant mes études en parallèle. Donc, je n'avais pas décidé encore ce que je voulais faire. Et pourquoi vous avez abandonné la restauration? Parce que d'une part, j'avoue que le concours est quand même très compliqué et ça marchait plutôt bien mes études à ce moment-là en histoire de l'art. Et j'étais plutôt bien et je sais pas, c'est vrai que ça s'est éloigné au fur et à mesure, mais il n'y a pas une raison très précise. Et vous avez des sources d'inspiration qui vous ont guidé pendant vos études, que ce soit des œuvres, que ce soit des artistes?
Oh bah oui, forcément, d'avoir accès avec ses études en histoire de l'art à plein d'artistes, même de périodes différentes, forcément ça marque. Alors après, c'est un peu flou quand même, parce que ça commence à remonter, mais oui, il y avait des choses comme Michel-Ange, la sculpture, certains artistes peintres aussi, Chardin, des choses comme ça qui m'ont bien marqué. Et donc vous avez abandonné la restauration, vous avez fait un master un peu plus professionnel, mais entre-temps vous avez aussi fait un master de recherche. Et alors j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est que vous avez voulu être carpologue à un moment donné. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et est-ce que c'est toujours un projet pour l'avenir ou vous avez complètement abandonné l'idée? La carpologie, c'est l'étude des graines en archéologie. Je me cherchais un petit peu, j'ai toujours été un peu fascinée par les spécialités comme ça. Et c'est vrai que ce côté d'étudier des graines qui étaient soit carbonisées ou pour réussir à comprendre un peu une civilisation disparue, je trouvais ça assez fascinant. Après, la réalité est quand même moins glamour quand on se retrouve à tamiser, à sortir, et puis regarder au microscope. J'avoue que ça m'a moins emballée. Et puis c'est surtout que c'est pareil, tout ce qui est spécialisation, ça demande beaucoup d'années d'études, de pratiques. Et je pense que j'avais déjà derrière moi quand même au moins 4 ou 5 ans. Et je crois que j'étais pas prête à me dire je me relance là-dedans. Après, ça a été quelque chose qui m'a vraiment intéressée. Je pense pas que ça va être quelque chose que je vais poursuivre plus tard, mais ça pourra toujours influencer mon travail, je pense. Donc vous avez fait votre master pro, vous êtes arrivé au Havre, vous avez travaillé au Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez travaillé au MUMA, et alors en tant que Havraise, j'ai vu que vous aviez été particulièrement attirée par Eugène Boudin, oui. Ses ciels, etc. Est-ce que ça a pu influencer votre art et par exemple cette exposition qu'on a aujourd'hui au Tetris? En fait, c'est marrant parce que justement, en faisant ce mémoire-là pour mon diplôme, j'avais pas fait toutes ces connexions, tous ces liens, et c'est obligeant un petit peu à travailler. On voit des choses qu'on n'avait pas vues. Et oui, c'est vrai que je me suis dit quand même, j'ai passé 4 années au MUMA à être entourée d'Eugène Boudin, et notamment de ses ciels et pas que de ses vaches, même si on avait quand même. Et oui, je pense que ça a forcément été un moteur dans ma pratique, mais le nuage a toujours été là de toute façon, même avant Eugène Boudin. C'est vrai qu'ici au Havre, j'ai tendance à beaucoup lever les yeux et à beaucoup regarder le ciel parce qu'il est très changeant de toute façon. C'est vrai. Merci beaucoup. Maxime va prendre le relais pour parler de votre exposition. Alors ma toute première question, c'est tout simplement plasticienne céramiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est votre définition? Disons que le statut artiste-auteur, artiste plasticienne, je fais de la céramique, est-ce que je suis céramiste? C'est un peu complexe. Donc je me suis dit que j'allais mettre les deux ensemble. Comme ça me laisse une certaine liberté, un peu cet entre-deux aussi dont j'ai pu parler dans le mémoire. Pouvoir naviguer en fait entre être plasticienne, mais j'ai quand même une spécialisation dans la céramique. C'est vraiment mon médium de prédilection. Pour votre première exposition seule, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi le titre de l'exposition Phénomène tangible? Je trouvais que ça résumait assez bien ce qui se passe dans cette exposition, ce qui est montré, parce que du coup je travaille sur les nuages, qui est donc un phénomène météorologique, mais ils sont la plupart dans cette exposition rendus tangibles, on peut les toucher. Donc je trouvais qu'associer un peu ces deux termes contradictoires, en tout cas pour les nuages, ça résumait bien ma pratique. Vous parlez beaucoup dans votre mémoire d'entre-deux, c'est le nom du mémoire. Qu'est-ce que cela signifie pour vous tout simplement? Ça fait que 4 ans, donc j'ai décidé d'être vraiment plasticienne. Et pendant ce temps-là, j'ai mis du temps avant justement de m'affirmer et je trouvais que c'était compliqué parce qu'avec la céramique, on est justement plutôt catalogué artisanat, peut-être design, mais ça dépend. Avec une démarche d'artiste, il y avait vraiment ce côté plus conceptuel. Du coup, je n'arrivais pas trop à trouver ma place. Et en fait, finalement, je me suis dit que... C'est peut-être là votre place. Voilà, l'entre-deux, c'était très bien. J'avais pas besoin de choisir et ça me va très bien. Pas avoir d'étiquette. Voilà. Que diriez-vous être le principal bénéfice d'être toujours entre deux? L'avantage c'est que du coup, il y a pas vraiment de frontières. On peut vraiment, naviguer où on le souhaite. On se met pas de barrière, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Ça permet toujours d'aller à droite, à gauche, d'aller chercher dans, par exemple, justement, des choses qui sont pas dans nos disciplines. Après, en tant qu'artiste, je pense que c'est un peu la base de toute façon. Et enfin, dans votre exposition, de ce que j'en ai pensé, vous représentez des nuages alliés
entre guillemets avec un aspect terrestre, comme par exemple l'île en forme de nuage ou les nuages avec des sortes de pieds. Du coup, ça pour vous, c'est un exemple de passerelle, parce que vous utilisez le terme passerelle entre la terre et le ciel. C'est vrai qu'il y a plusieurs lectures possibles sur mon travail, parce que c'est vrai qu'avec mon parcours en médiéval et justement c'est toutes ces légendes, ces histoires qu'on se raconte, je me suis un peu raconté une histoire aussi, et donc je suis partie du ciel, et puis progressivement, vu que moi je travaille la terre, c'est devenu quelque chose que j'ai voulu en effet concilier. Donc les nuages sont descendus progressivement, ils se posent sur les toits, et là ils commencent à prendre de la matière, du corps, et après ils descendent sur terre, et là ils se transforment en fait dans une sorte de nouvelle espèce. Et j'ai poussé jusqu'au bout en se disant ça pourrait se créer une nouvelle terre. J'espère que cette interview vous a plu. Merci à Nathalie de nous l'avoir accordée. Je vous rappelle qu'elle expose au Tetris jusqu'au 30 mars, mais vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec son compte Instagram, Nathalie-Chauvin, ou encore à son atelier au 5 rue Diderot au Havre. Merci à Maxime et merci à Justine. Rendez-vous sur le site du Tetris pour aller voir toutes les informations sur cette exposition de Nathalie Chauvin. On va écouter un titre avant de retrouver Michel au studio de Westrack. Aujourd'hui, on va parler de Pâques, évidemment. Vous savez, Michel et moi sommes très gourmands. On va donc pouvoir parler de chocolat et surtout de chocolat maison. On en parle donc dans quelques instants. Le temps d'écouter un titre qui s'appelle Parallel World. C'est Silver Biplanes qui nous chante ce titre. Direction le Royaume-Uni, dans la ville de Bedfordshire. Et l'album s'appelle A Moment in the Sun. C'est de la pop et c'est sorti l'année dernière.
à l'ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Pure Colors et son titre Kaléidoscope à l'instant sur Westrack Radio. Il est 17h36 et on retrouve tout de suite Michel. Salut Michel. Salut Lucie. Ça va ? Ça va bien. Bah oui, ça va, il a pas plu, c'est déjà ça. Ouais. Alors là on prépare Pâques du coup. Pâques, chocolat. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Pâques, c'est... Mis à part le côté religieux, c'est là où on se fait quand même un des plus gros repas de famille, quoi, ouais. Juste après les fêtes de Noël. C'est là où généralement on met les pieds sous la table, avec les grands-parents, etc., pour ceux qui ont cette chance. Et c'est là où on se fait plaisir. Et dans les petits plaisirs, y a l'agneau.
généralement qu'on retrouve sur toutes les tables. Là, je vois les bouchers en effervescence sur les réseaux sociaux. C'est moi qui est le meilleur, c'est moi qui est le meilleur. Ça, on a dans les traditions les fruits de mer aussi, souvent au moment de Pâques. Et surtout le chocolat, quoi. Le chocolat plaisir. Et je l'ai annoncé en début d'émission, j'ai dit... Si j'accueille Michel, ce grand gourmand, mais moi aussi j'adore le chocolat. J'ai la gueule sucrée, on est obligé de parler du chocolat. En tout cas, on va vous donner des recettes, mais simples. Parce que si on le fait à la maison, voilà, que ce soit faisable easy, parce rapidement. On va leur faire, je vais faire leur pub tout de suite. C'est hyper technique le chocolat. Alors, je peux vous en parler brièvement. Donc, c'est un produit qui a été découvert en Amérique, la fève de cacao, qui ensuite a été surtout développé par les Espagnols et les Italiens sous forme de boisson. Donc c'était plutôt une infusion, on faisait déjà torréfier un peu la fève de cacao. Donc c'est la première étape. Normalement après il y a on malaxe ce qu'on appelle faire une conche. Et après on mélange avec du sucre et ça donne le chocolat. Et j'abrège, hein. C'est beaucoup plus technique que ça. Et les Espagnols et les Italiens buvaient ça. C'était une boisson très amère. Donc rajouter beaucoup de sucre, etc. Donc on doit aux Italiens principalement le fameux chocolat chaud. Et après le chocolat croqué, c'est plutôt Coricoco made in France. C'est la région de Bayonne où on a vraiment mis au point la tablette de chocolat. Après, ça s'est développé avec leurs variantes. Alors, chocolat français, c'est fève de cacao, beurre de cacao, sucre, point. Et après, t'as chocolat au lait, on rajoute du lait, bien évidemment. Et après, t'as le chocolat suisse, où là, ils rajoutent d'autres matières grasses, entre autres de la crème. Mais il y a toujours du beurre de cacao. Les Belges, il y a de moins en moins de beurre de cacao et de plus en plus de beurre, carrément du beurre animal. Et après, il y a vraiment des recettes à travers chaque pays. Il y a les fameux toffees anglais. Toffee parce que c'est des caramels enrobés de chocolat. Les orangettes, en fait, c'est plutôt une recette anglaise. Orangettes, ou on appelait ça aussi queue de singe. C'est des écorces d'orange confit trempées dans le chocolat noir. Enfin voilà, chaque région, le pralin, c'est plutôt côté italien, français. Les petites truffes, les petites boules de pralin, il y en a en forme d'escargot dans les grandes marques. Voilà. Chocolat, la façon de travailler le chocolat, est vraiment différent. Le chocolat américain n'est pas du tout à mon goût. Tu vois, c'est quelque chose d'hyper sucré. T'as plus cette impression de poudre de cacao qu'autre chose. La poudre de cacao aussi, spécialité française, belge, Van Houten. Là, c'est pas pour citer la marque, c'est vraiment historique. C'est vraiment eux qui ont conçu la poudre de cacao. Donc c'est vraiment historiquement, ils sont hyper importants pour les chocolatiers et les pâtissiers. Quand je disais c'est très technique, on imagine qu'on a vraiment le chocolat, le produit fini, brut, donc sous forme... alors c'est des plaques de chocolat de 5 kilos en professionnel. On le travaille aussi en palais ou en gouttes, ça c'est notre brut. Et surtout, on va le faire fondre. Alors les chocolatiers ont ce qu'on a une chocolatière. C'est une machine spéciale pour faire fondre le chocolat. C'est hyper précis. C'est au demi-degré parce que le chocolat se travaille de mémoire entre 32 et 36 degrés. Donc tu vois, c'est hyper pointu. On le fait fondre. Après, il faut le cristalliser sur un marbre. C'est-à-dire qu'on étale le chocolat sur un marbre et avec une spatule, on va l'étaler plusieurs fois. On voit souvent faire ça à la télévision. C'est ce qu'on appelle cristalliser le chocolat. Pour qu'il soit, en fait, on l'amène à une température parfaite avant de pouvoir le travailler. Donc ça, c'est toutes les techniques et c'est vraiment pointu. Moi, j'y connais pas grand-chose. Et donc si vous voulez des bons chocolats, faut d'abord regarder la composition, aller chez des artisans. En plus, on a de la chance au Havre, c'est d'en avoir beaucoup. Ça, je pourrais pas citer les noms, mais on en a au moins 6, 7, 8 facilement.
et des personnes qui font des choses exceptionnelles. Certains sont là presque depuis plus de 50 ans. Donc, ils ont un savoir-faire. Et voilà, et le chocolat, comme on veut, quoi. Moi, je l'aime bien noir, brut, sans trop de gris-gris, quoi. Maximum praliné, ou alors avec des amandes. Pardon. D'autres vont le préférer chocolat au lait, avec des pâtes à tartiner, voilà. Ou, Pourtant, toi qui aimes bien le sucré, tu préfères le chocolat noir. Ouais, je suis très chocolat noir. Alors après, j'ai mes limites. Moi, le grand maximum, c'est 60% de cacao. C'est ce qui donne l'amertume dans le chocolat. J'ai tenté une fois un 90%. Ouais. C'était vraiment trop amer à mon palais. Oui, parce qu'il y a des niveaux au niveau du chocolat noir. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à 90%, je crois. Mais là, c'est vraiment... Il y a du 99%, mais c'est que du carton, cacao. En fait, j'aime pas du tout, sec. Personnellement. Ouais. Parce que ce qu'on recherche dans le chocolat, c'est... le croquant, le fait quand on casse, que ça a un bruit particulier, le chocolat, que ça soit brillant, et faut que ça soit quand même un plaisir. Donc il y a ce côté sucré, il faut un minimum de sucre. Le chocolat se travaille aussi en salé, pour information. D'accord, ok. Il y a des recettes comme le lièvre à la royale, qui est un lièvre au sang, foie gras, et on met un petit peu de chocolat là-dedans. Quelques recettes. Alors c'est aussi un ingrédient, comment dire, pour rectifier une recette ou l'améliorer du moins, genre dans un bœuf bourguignon, on rajoute un petit carré de chocolat noir, on aura une sauce plus brillante, plus onctueuse, plus gourmande. Petit ça secret casse l'acidité de cuisinier. du vin. C'est des trucs astuces, on triche, bien évidemment. Un foie gras au chocolat, j'ai déjà fait. Ça, c'est assez rigolo. C'est même mieux, c'est les macarons au chocolat et la petite crème au foie gras au milieu, c'est pas mal. Enfin voilà, c'est en sucré-salé, ça passe. Après, le goût des uns et des autres, voilà, chocolat blanc. Alors, il y en a qui vont dire hérésie, c'est pas du chocolat. Voilà, mais bon, il y a quand même des amateurs. Alors pourquoi, Michel, est-ce qu'on dit que le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat? Ok, d'accord. C'est que du beurre de cacao et du sucre. En gros, et du lait. C'est pour ça que ça devient vite. Il n'y a pas de cacao, donc zéro amertume. C'est que du sucre. Voire du lait concentré, quoi. Ça fonctionne aussi. Et ouais, non, le chocolat, tous les plaisirs. Il y en a, alors c'est démodé, mais j'en ai connu, c'était du chocolat blanc qu'on aromatisé à l'orange. Okay. Ça faisait des tuiles roses un peu. Ça, c'est fabuleux. C'était vraiment le côté gourmand. Pâques aussi, c'est tous les moulages, donc c'est des sculptures, c'est un art. Qui sont... Ouais. Ah ouais, c'est un art. Il y a des artistes, j'ai plus son nom sur Insta et TikTok qui fait des sculptures fabuleuses. C'est pas Amaury Guichon? Oui, voilà, merci. Qui avait fait une série Netflix d'ailleurs très intéressante, L'école du chocolat. J'ai beaucoup appris. J'ai pas regardé encore. Je te le conseille et je vous le conseille aussi. Ça doit être encore sur Netflix et c'était une sorte de concours un peu à la Top Chef, mais avec du chocolat. Et c'est vraiment un artiste pour le coup, Amaury Guichon. C'est ça, le chocolat, c'est. Il y a le dessin déjà. Ils font leur dessin. Ensuite, au niveau des techniques de réalisation, oui, il y a aussi, le moulage principalement, mais il y a aussi la soudure, la sculpture. Ouais. Ils retravaillent, ils chauffent, ils refroidissent. Alors, vous les voyez avec des bombes à décapeur thermique, souvent pour faire rectifier une pièce, pour la ramollir. Et ils ont des sortes de bombes, c'est de l'air sec, pour faire du froid et pour bloquer la pièce. Après, il y a des systèmes de lac aussi pour remettre du brillant sur le chocolat. Enfin, ouais, c'est hyper technique. Je sais pas si je l'ai dit, la grande école au Havre. Non, pas encore. Qui fait, j'ai vu ça il y a 1 heure à peine, une masterclass spéciale chocolat. Donc, faut réserver, s'inscrire. C'est payant. Alors, j'ai pas vu les tarifs ou quoi que ce soit, mais ça permet de. Alors, c'est vraiment spécifié pour faire du moulage. Quoi, c'est pas pour faire comme des truffes comme à l'école, c'est vraiment pour faire des moulages, soit même ces œufs de chocolat en chocolat, etc. Est-ce que tu as noté la date? Non. Faut regarder. J'ai vu ça tout à l'heure. Je vais vérifier ça pendant que tu nous donnes les recettes. C'est la grande école au Havre. Non, mais je pense que ça va être vraiment sur la partie technique, température de chocolat, etc. Le côté le plus sympa.
Sinon, peut-être quelques recettes de chocolat, quoi. Donc des choses quand même assez simples à faire à la maison. Ah ouais, des trucs... j'ai pris les trop de truffes. matériel. Et j'ai pris surtout des gâteaux qu'on aime bien, genre brownie, cookies. Et pour commencer, déjà la plus simple, la truffe au chocolat. J'ai trouvé la masterclass, je me permets de te couper. Oui. Pâtisserie, les œufs de Pâques en chocolat, c'est ça ? Oui. Donc, à noter dans vos agendas, c'est le samedi 6 avril à 14h. Voilà, et vous tapez la grande école pour avoir toutes les informations. Ça se trouve aussi rue Gustave Lenier au Havre. Et donc, vous aurez les informations sur les inscriptions pour cette masterclass de 14h à 17h. Voilà. Michel, cette recette finalement. Cette recette, alors. On y replonge. Alors là, je vous donne un volume. J'aime bien, c'est marqué pour 6 personnes. Moi, j'en connais qui vont tout boulotter tout seul. Parce que là, c'est plutôt léger. 100 grammes de crème fraîche épaisse entière. Donc 40 grammes. Il faut de la matière grasse. 30 grammes de beurre. 200 grammes de chocolat noir, je précise. Donc on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors quand je disais c'est délicat, c'est vraiment petite température. Alors tout de suite le truc technique quand on travaille le chocolat, pour être sûr de pas le brûler, de pas le masser. Masser c'est quand ça fait des grains là et on peut plus rien en faire. Vous trempez votre doigt dans le chocolat et vous déposez le chocolat sur votre lèvre inférieure. Si c'est trop chaud pour la lèvre, faut arrêter tout de suite la cuisson. C'est l'indice de température. Si on n'aime pas le chocolat ou si on a une allergie, sur le poignet, ça fonctionne aussi. Si on n'a pas envie de se brûler la lèvre. Voilà. Et on se brûle pas généralement, le chocolat ça va. Donc oui, on fait fondre le chocolat au bain-marie. Alors on reste à côté, on touille. On rajoute le beurre alors faut l'intégrer complètement. Et hors du feu, là, c'est pour baisser la cuisson, arrêter la cuisson. C'est là où on va rajouter la crème fraîche. Ce mélange, on va le réserver 1 heure à 1 heure et demie au frigo. Ça, c'est pour qu'il commence à se figer. Et ensuite, on va faire des boules. Alors, il y a 2 astuces. Soit on fait des boules comme dans la recette que j'ai sous les yeux. Alors, on peut prendre une cuillère à boules parisiennes. Ça ressemble à des petites bouleuses à glace, mais toutes petites. Pour faire dans le melon, généralement, on fait des boules dans le melon avec ça. Donc ça, c'est bien. Ça vous permet d'avoir toujours la même quantité. L'astuce, huilez vos mains. Ou alors, faut toujours avoir à côté de vous un récipient d'eau froide que vous tenez pour refroidir les mains. Parce que sinon, les boules vont coller aux mains. Vos mains sont à 37 degrés, 35-37, et le chocolat fond au bout d'un moment. Okay. Donc, il faut se refroidir les mains ou les huiler, ça aide. Ça, c'est pour façonner les boules. Et ensuite, vous les mettez dans un mélange de cacao amer et de sucre glace. Voilà, ça c'est pour donner vraiment le côté truffé. Si vous êtes doué avec une poche pâtissière et que c'est encore un peu liquide, vous faites des bandes sur une plaque à pâtisserie, sur une feuille de cuisson, vous faites des bandes que vous mettez au frigo ce coup-ci. Et après, vous coupez en morceaux réguliers. Ça vous évite... c'est beaucoup plus facile pour faire les petites boules de truffes. C'est classique. Sinon, la même recette, mais avec le petit plus, c'est vous rajoutez... vous prenez 200 grammes de chocolat et vous rajoutez 50 grammes de poudre de noisettes. Alors, si vous n'en avez pas, vous prenez des noisettes que vous mixez. Ok. Voilà, vous mélangez, ça va vous donner ce petit goût pâte à tartiner dont je tairai le nom. Sinon, une variante, c'est vous faites 200 grammes de chocolat blanc. Alors ça, c'est pour ceux qui n'aiment pas le chocolat noir. 200 grammes de chocolat blanc, 125 grammes de crème liquide, 150 grammes de noix de coco râpée. Ça doit te rappeler un truc qu'on trouve en rayon normalement. Et un petit peu d'extrait de vanille liquide. Là, le même principe, alors presque le même principe. On va faire chauffer la crème autour des 40 degrés. Donc, je vous dis, test de la lèvre. Quand ça commence à brûler la lèvre, c'est que vous êtes à la bonne température. On verse ça sur le chocolat. C'est en fait la température de la crème qui va faire fondre le chocolat. On va y ajouter la vanille. On laisse 5 minutes, reposer 5 minutes. Et ensuite, on met, pareil, la préparation, 2 heures au frigo. On fait ses boules. Et là, dans la noix de coco râpée,
Ok. Voilà, c'est du truc chocolat blanc, moi j'aime bien aussi, quoi. Alors ça, ce genre de recette avec un petit peu de framboise, voilà. Ah oui, un peu de c'est fruits. le côté plus. Le moelleux au chocolat, le grand classique de la pâtisserie. Bon, enfin, c'est très très simple. On va faire fondre. Alors, il va vous falloir un demi-sachet de levure, 125 g de sucre, 4 œufs, 125 g de farine, 200 g de chocolat noir. Alors, de préférence pâtissier. Ah oui, j'allais te demander, Michel. Alors, c'est quoi le chocolat Qu'est-ce que pâtissier ? Il est un peu plus riche en beurre de cacao. C'est pour ça que souvent, il est un peu plus cher. C'est souvent de meilleure qualité. Le pâtissier, c'est minimum 50% de cacao. J'en connais pas en dessous. Si vous voulez vous amuser, en plus, vous pouvez utiliser des crus de cacao, c'est des crus de chocolat. Alors, les crus, c'est généralement plus ou moins la même plante. Mais selon les régions, le goût diffère. Alors vous avez toute l'Amérique, vous avez Amérique du Sud principalement, Afrique, mais il y a du café, lapsus révélateur parce que ça marche pareil. Désolé. Vous avez aussi une partie de l'Inde, enfin on trouve du chocolat vraiment dans tout l'hémisphère sud, c'est assez sympa. Bon, mon moelleux au chocolat, j'en étais là. On va faire fondre le chocolat noir avec 125 g de beurre. Toujours au bain-marie, hein, c'est toujours délicat. Une fois que c'est fondu, on va y rajouter nos 4 œufs, les 125 g de sucre et un demi de sachet de levure. Une fois que tout est mélangé, on met dans un moule. Pendant une demi-heure, un four à 180 degrés, et voilà. Alors, l'idéal... Moi, ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est que vous le préparez et vous le cuisez vraiment au dernier moment. Parce qu'une demi-heure, ce que je veux dire, vous servez le plat et vous mettez votre gâteau au four, quitte à se relever entre deux. Comme ça, il est bien chaud, vraiment le côté coulant, moelleux. Pour pas rater la recette, donc je disais 30 minutes à 180 degrés, faut pas dépasser les 30 minutes. Ok. On plante pas le couteau dedans, oui, ça va être liquide forcément, et c'est voilà. Parce que moelleux et coulant au chocolat, c'est exactement la même recette. C'est juste qu'on joue sur le temps de cuisson pour que ça coule ou pas à cœur. Ok. Si vous voulez vraiment faire un coulant chocolat, vraiment un fondant, c'est ça ? Coulant, ouais, fondant, les noms diffèrent à chaque fois. C'est faire fondre, mettre du chocolat vraiment à cœur, alors à mi-cuisson. D'accord. 15 minutes, vous sortez, vous mettez vraiment un gros morceau de chocolat au milieu qui va tomber, quitte à et de remettre, bouger un petit peu la pâte pas trop cuite sur le dessus, et vous remettez au four. Et là, quand vous allez couper, vous allez avoir vraiment ce côté coulant, porn food, voilà, le truc que tout le monde adore. Satisfaisant. Moelleux au chocolat, pareil, dans les dérivés, il y a truffé à la pistache. Qu'est-ce que j'ai essayé ? À la mangue, c'est pas mal aussi. Moelleux au chocolat et mangue. Alors j'avais pris de la mangue confite pour faire des petites pépites de menthe dedans, pour pas amener d'humidité. Et après, il y a... ça, c'est pas bien. C'est vraiment mon côté gourmand. C'est tout ce qui est brownie, cookie. Alors il y a le brookie, j'allais dire. Et là j'ai trouvé le brownie cookie, l'inverse. Ok. Ça ressemble plus à un cookie. Mais il y a du brownie à l'intérieur. Ouais, c'est moelleux comme le brownie. Alors le brownie, le brookie, c'est on fait une préparation de brownie. Je vais donner la recette de toute façon du brownie tout à l'heure. Et on fait une préparation de cookie et en fait on superpose les deux, on met ça à cuire et c'est le mal. Ça, c'est des souvenirs de confinement. Ah, c'est vrai. Ah bah oui, putain. C'est pour ça qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus rien dans les boutiques, c'était toi. Mais il n'y avait plus de farine. Il y avait de la farine partout, c'est parce que vous ne savez pas chercher. Il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de farine. Le pain perdu, ça a bien marché aussi. Aussi, les pains perdus, ouais, ça, c'est la base. Donc, ouais, mon brownie cookie, 230 g de chocolat noir pâtissier, 2 œufs, 40 g de farine, une cuillère à soupe d'extrait de vanille, 125 g de sucre. Alors ça, j'adore, c'est toujours les quantités de sucre monstrueuses. Normalement, le beurre, ça doit être pareil. Ah non, ça va, là, ils sont sages. 60 g de chocolat coupé en morceaux, 30 g de beurre
et un quart de cuillère à café de levure chimique. Alors, on va préchauffer notre four, ça c'est la base, à 180 degrés. On fait fondre au bain-marie le chocolat pâtissier avec le beurre. Pendant ce temps, on va mélanger les œufs, la vanille, le sucre, et on va faire un mélange, mais il faut que ça mousse. Je donne toujours l'exemple de la génoise, mais regardez une vidéo sur la préparation de la génoise, faut que ça fasse des rubans. Donc, faut que ça soit vraiment blanc, que les œufs, en fait, faut que le sucre commence déjà à cuire les œufs chimiquement. Donc, en mélangeant, on arrive à ce résultat. Ensuite, on verse notre chocolat fondu, notre mélange chocolat beurre sur nos œufs avec le sucre. On mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène. Ça retombe un petit peu, mais c'est pas bien grave. Ensuite, petit à petit, on va incorporer la farine, notre levure. Une fois que c'est fini, on rajoute les petits morceaux de chocolat. C'est pour faire pépites de chocolat à l'intérieur, sinon des petites pépites. Hein. Et ensuite, on va dresser ça, mais comme des cookies. Alors les cookies, on pose sur une plaque à pâtisserie, alors bien beurrée. Parce que comme il y a du sucre, ça caramélise et ça colle facilement. Bien beurrer votre plaque et on fait des petites boules sur notre plaque. Et à la cuisson, ça va s'étaler. Donc c'est une recette de brownie, mais plus cookie. Plus gourmande. Ouais, ça fait des petites galettes. C'est moelleux. Ça craque comme le cookie et c'est moelleux à l'intérieur. Du coup, tu préfères brookie ou l'autre? Ah, ça je préfère. Ouais. Tu sais, brookie, j'aime bien, mais t'as les deux textures. T'as l'hyper croquant du cookie et l'hyper moelleux du brownie. Je suis pas trop engagé là-dessus. Chocolat, sinon j'ai une recette. Elle est tellement bête. Ah là, j'ai honte de le dire. Allez, tant pis, on l'a fait quand même. Vous prenez... Alors, ça va vous faire une... C'est pas une crème pâtissière. Moi, j'appelle ça un crème au chocolat. C'est honteux, hein, la recette. J'ai vraiment honte. Vous prenez 30 grammes de beurre, 30 grammes de farine. On fait un roux. Donc, vous faites fondre votre beurre. Vous rajoutez la farine. Ça vous fait une sorte de petite pâte que vous laissez cuire. Vous rajoutez 1 demi-litre de lait. Donc, on fait comme une béchamel. Sauf que là, une fois que vous avez votre béchamel qui est ni salé ni sucré, là vous rajoutez 300 grammes de chocolat noir pâtissier et vous mélangez et vous mettez ça dans un tupperware au frigo. Okay. Voilà, vous laissez refroidir à température ambiante et ensuite vous mettez au frigo et ça va se figer. Ça va vous faire une crème très épaisse, très chocolatée. Je rajoute pas de sucre parce que il y en a déjà les quantités de chocolat seront suffisantes et ça pour dresser, j'en fais des quenelles. Tout simplement, posé sur une assiette, petite crème anglaise, petite crème fouettée, quelques fruits frais sur le côté, et voilà le truc qui claque. Ça, c'est hyper facile à faire comme crème. Faut juste s'entraîner à faire les quenelles, c'est juste le truc un peu chiant, mais bon, voilà quoi. C'est bon, ça va. Ça va, ça. J'ai pas plus de recettes que ça. Mais c'est déjà super, attends, on a notre carnet de recettes qui s'agrandit. Et oubliez pas, juste, allez, même au micro-ondes, je m'en fous, la tasse... À Pâques, les enfants, ils adorent ça. En plus, je sais pas s'il va faire beau ou pas en fin de semaine, mais un bon chocolat chaud, mais un vrai, pas de la poudre. Prenez une tasse de lait, vous faites chauffer le lait, vous faites fondre le chocolat dedans. Normalement, avec un bon chocolat, pas besoin de rajouter de sucre. Voilà, bien fondu, le truc vraiment gourmand. Ouais, là, c'est top, quoi. C'est le plaisir des tout petits. Ouais. Surtout qu'il fait quand même un peu frais, il y a encore du vent, comme on voit. On est un peu malade, donc ça réconforte, je trouve. Voilà. Merci Michel en tout cas. Merci Lucie. Encore une fois, trop de recettes qui vont nous donner faim. Du coup, on te dit pas à la semaine prochaine vu que lundi c'est férié. Par contre, on se retrouve la semaine d'après. Je te souhaite de bien profiter, plein de chocolat du coup, j'espère. Une crise de foie au lieu d'avoir. Oui, attention quand même à pas trop manger et pas trop en abuser. Mais vous avez le droit de vous faire plaisir quand même. Et puis si vous testez les recettes
recettes de Michel, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. On est présent sur Facebook, Instagram. Vous pouvez nous envoyer des petites photos ou nous taguer. TikTok aussi. TikTok, c'est vrai, mais c'est plus difficile de nous taguer. Vous pouvez encore nous faire un TikTok de la recette. Voilà. N'hésitez pas. Et puis avec Michel, on se fera un plaisir de regarder tout ça. Bon, allez, il est 18h01. On a déjà dépassé d'une petite minute. Et tout de suite, votre émission Je vous demande de vous arrêter débarque sur Westrack. Enregistrement fait il y a une semaine au Sirius en compagnie de Emmanuel Curtil, qui est un comédien doubleur. Je vous laisse donc en compagnie de Je vous demande de vous arrêter. Vous reconnaîtrez sûrement par sa voix, la voix notamment... oui, c'est ça, exactement. Splendide. Exactement. Et bien sûr aussi un personnage de Friends, je crois que c'est Chandler, si je ne me trompe pas. Bref, il y a aussi une voix du Roi Lion et d'autres. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est tout de suite sur Westrack. Juste, merci Michel, dis donc, tu es au courant ? Je suis fan de ce monsieur. Ah, et ben si vous êtes fan aussi, vous allez pouvoir l'écouter. On se laisse juste un titre entre deux. C'est Lely Nell avec le titre I Am the River. Et juste après, Emmanuel Curtil débarque sur Westrack en compagnie de l'équipe de Je vous demande de vous arrêter. Très belle soirée et à demain pour un autre Mag à l'Ouest.